Et j'aimerais donc vous présenter la professeure Elisabeth Molineux, qui est professeure honoraire de pédiatrie au Collège de médecine à l'Université du Malawi à Blantyre. J'aimerais qu'on l'accueille et qu'on l'applaudisse. Merci. Lorsque l'essai FEAST est sorti il y a 2 ans dans le New England Journal of Medicine, où l'on évoquait l'augmentation de la mortalité après un bolus par rapport aux personnes contrôlées, et nous étions un petit peu alertés. Je pense que la session à venir va nous permettre de mieux comprendre. J'aimerais aussi vous présenter le docteur Roberta Petrucci, qui a beaucoup d'expérience chez MSF dans différents contextes, différentes missions. Elle fait maintenant partie de l'unité de soutien des opérations médicales chez MSF à Genève. Merci et bienvenue, docteur. Thank you. Merci, mesdames et messieurs. C'est un honneur pour nous de présider cette session, parce que je pense que nous sommes tous passionnés par la prise en charge d'enfants malades. Cependant, il y avait des choses qu'on pensait savoir et qui ont dû changer ces derniers temps. Vous avez ici certaines des personnes les plus connues, certains des doyens de la pédiatrie dans le monde, surtout au niveau du choc septique, qui vont venir nous parler. Ils viennent de contextes variés. Nous avons Joe, par exemple, notre premier orateur, qui travaille aux États-Unis, qui travaille dans la haute technologie. Et puis, nous avons aussi des personnes qui travaillent dans des contextes à revenus faibles. Et je pense qu'il faut se rappeler que faire de son mieux pour un enfant, ce n'est pas toujours faire le mieux qui est possible, mais plutôt le mieux pour cet enfant dans cette situation, étant donné cet environnement avec l'expérience et le personnel dont on dispose. Il faut toujours se rappeler de cela, parce que je pense que vous venez aussi de différents pays, différents contextes, différentes carrières. Certains d'entre vous travaillent dans des pays aux forts revenus, ou des pays à faible revenu. Certaines personnes souhaitent partir, changer de pays, etc. En tout cas, ici, vous allez pouvoir entendre des choses très intéressantes qui vont couvrir tout cela. On va commencer avec le professeur Joseph Carcillo, qui est doyen dans le choc. Il vient de Pittsburgh, il est à un service de soins intensifs à Pittsburgh et il est le fer de lance pour la gestion du choc dans les pays à revenus élevés. Joe, merci de m'avoir invité. C'est véritablement un honneur pour moi d'être ici. Pour moi, c'est vraiment le public parfait. Ici, vous êtes en position d'obtenir toutes ces informations. Et d'habitude, eh bien, c'est différent. D'habitude, les gens ont déjà ces informations. Pour l'initiative mondiale septicémie, c'est une approche qui vient des urgentistes qui nous donnent leur point de vue sur des choses qui ont lieu, qui commencent à l'extérieur des urgences. Ici, il s'agit du travail du Dr Levin qui viendra nous parler dans un instant. Le Dr Levin a été le fer de lance de 3 unités de recherche, une en Afrique subsaharienne où les enfants ont la malaria ou le paludisme de manière endémique. On a l'Asie du Sud-Est où les enfants souffrent de la dengue. Et puis le troisième contexte, c'est le Royaume-Uni où les enfants n'ont ni le paludisme ni la dengue. Donc, quand on voit la réanimation, la prise en charge de la septicémie, c'est bien sûr l'antibiotique, mais la dengue est une infection virale qui ne présente pas de tachycardie, qui ne présente pas de pression sur le pouls. C'est un syndrome de fuite capillaire
Et les patients, si on arrive à être au-dessus de tout cela, les patients ont un taux de survie à 100% presque. Et ce qui est important, c'est de suivre les électrolytes. En même temps, si on a le même patient, par exemple, on a fait ce travail en Amérique du Sud, on a des patients qui ont aussi une malnutrition à la protéine. On s'est rendu compte qu'il était mieux de donner un sérum physiologique, qui entraîne moins de fuite capillaire. Quand il s'agit du palu, le palu n'est pas un problème de fuite capillaire, c'est plutôt que les vaisseaux sanguins sont bloqués. C'est un petit peu dans une autre maladie dont on va parler demain, c'est-à-dire la drépanocytose. Ces anémies qui peuvent entraîner le choc ou des problèmes de circulation du sang sont liées au blocage capillaire et sont liées à des anémies très graves. Il s'agit donc d'un choc anémique. Donc, quand on prend ces patients qui souffrent d'Ebola ou du Kélora, on voit une hémoconcentration. Mais quand on prend des patients qui ont un choc anémique, on voit le contraire. Donc, ceci peut nous montrer le type de fluide dont on a besoin. Le sang, si c'est l'anémie, les liquides, si c'est une hémoconcentration et une déshydratation. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle un choc septique ou mix, c'est-à-dire un choc bactérien qui vient de plusieurs anomalies qui peuvent venir des fuites capillaires, de thrombose également. Il faut donc des liquides parce qu'il y a une thrombose qui vient des reins, du cerveau, etc. On a aussi des malfonctionnements cardiaques. On peut aussi avoir une dilatation des vaisseaux. Il faut donc des presseurs, des vasopresseurs. On a aussi, il faut de la cortisone parce qu'on a des défaillances, mais les enfants ne doivent pas avoir la même chose. Cela dépend. Donc, c'est à vous de voir ce qui est nécessaire pour le patient. Ils n'ont pas tous besoin de la même chose, pas la même quantité de fluide ou de liquide, etc. Mais ce qui est important, c'est que quand on essaye de soigner ces patients, il faut mesurer tout un tas de choses. Et c'est pour cela que je pense que chez MSF, c'est l'endroit idéal pour parler de cela. La septicémie dans le monde, du point de vue, est pris en compte du point de vue administration et non pas pédiatrique. Sahar nous a montré tout à l'heure la mortalité dans les années 40 ici, qui était plus importante que 30 pour 1000. Et c'est le taux de mortalité quand je suis née aux États-Unis. Donc finalement, c'était pas si mal. Parce qu'en tout cas, eh bien, j'ai survécu, ma famille a survécu. Ça ne veut pas dire qu'il faut y rester. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire avec cela, c'est quand on est dans une communauté où il y a plus de 30, on est dans le groupe A. Et là, on propose d'avoir les vaccins, l'eau potable, la nutrition, le zinc, la vitamine E, et puis la disponibilité d'antibiotiques. Donc, pas de médecins. Là, on parle de travailleurs de santé sans frontières et non pas de médecins sans frontières. Ensuite, on a le niveau supérieur. La mortalité est de moins de 30 pour 1000. Et là, la recommandation, c'est d'avoir ces travailleurs de la santé expérimentés, voire des médecins. Ça peut dépendre des communautés. Mais là, on va avoir accès aux liquides en intraveineuse, antibiotiques, ou les oxygénateurs, ou en tout cas des concentrateurs d'oxygène. Et on a aussi des cliniques d'urgence. Donc ici, ça se base sur un travail qui a présenté 7% de mortalité dans la population palue avec les antibiotiques. Aussi, un travail qui s'est fait en Thaïlande avec des essais randomisés. On a réduit l'intubation de 50%. La mortalité de la pneumonie a été réduite aussi de 50%. Et puis 4 études sur la dengue, où on avait accès au bubble C-cap et la mortalité était de moins d'1% pour le choc lié à la dengue, quels que soient les liquides utilisés. Maintenant, les personnes avec lesquelles je travaille en recherche se trouvent principalement dans la catégorie C. Donc, pour MSF, il faut vous demander où ce serait. Par exemple, en Syrie. La Syrie, c'est C. La Syrie, ça n'est pas A ni B. Il faut donc essayer de voir si on veut
copier le niveau de soins de Syrie qui existe déjà, ou est-ce qu'on leur apporte un niveau de soins qui est moins élevé que ce à quoi ils sont habitués? Ça, c'est une décision plutôt administrative. Mais en plus, il faut fournir donc des antibiotiques sensibles au temps, réanimation liquide, infusion inotrope, ventilation mécanique. Et il faut que ce soit disponible à tout le monde. Ça, c'est notre vision de base. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas que c'est disponible à tout le monde en Syrie, mais que si on veut un projet de niveau B, il faut avoir les ressources. Et puis D, eh bien, c'est où nous en sommes. Très rapidement, disons qu'on a un patient qui souffre de palu et c'est grave. On le voit au niveau B. Et donc, ça, c'est l'essai FEAST. Maintenant, si vous êtes à mon hôpital en D, parce qu'on avait pas mal d'enfants des Peace Corps. Il y en avait qui avaient du palu et on faisait des transfusions. Donc au niveau D, on aura des thérapies supplémentaires. Donc voilà le concept global que je voulais présenter à MSF. Il ne s'agit pas de protocole, il ne s'agit pas de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, mais plutôt du niveau de soins qu'on présente avec telle ou telle ressource. Nous avons donc ce qu'on appelle des bundles. Il faut avoir 3 à 4 éléments, c'est-à-dire les choses qu'on va pouvoir mettre en place et que les gens vont vraiment pouvoir faire sur le terrain. Donc ces groupes, ces bundles, ça c'est pour le groupe A. On va fournir des vitamines, la nutrition, l'eau potable. Les travailleurs de la santé vont faire les vaccins. Et nous avons des essais qui ont montré une réduction par 6 fois de la mort des enfants, des nouveau-nés à l'utilisation de cette approche. Pour le palu, on va établir l'accès intraveineux, on va utiliser des liquides contenant la dextrose et le sodium, traiter avec des antipaludismes. Et puis, on a parlé d'hypoglycémie déjà, donc il faut donner du glucose en même temps. On va traiter donc le palu et avec des antibiotiques, on va faire une transfusion sanguine si l'hémoglobine est inférieure à 6. Et vous voyez qu'on a le FEAST, l'essai FEAST, qui a démontré une réduction de mortalité. Pour la dengue, vous allez établir l'accès intraveineux pour le bolus liquide avec des solutions comme Ringers ou Hartmann. Là, il s'agit d'endroits où on n'a pas accès. Donc, j'utilise une concentration saline normale. Ensuite, on titre pour obtenir une hémoconcentration normale. Normalement, c'est 50 pour la dengue. Et ici, on essaie d'avoir 30. Et puis, on donne aussi de l'oxygène en canule nasale et le bubble CCAP. Et pendant ces essais, nous avons obtenu une réduction de mortalité de moins d'1%. Donc, c'est vraiment un essai que nous avons mis en place. Ensuite, les patients souffrant de choc septique. Là, je parle des niveaux C et D. Là, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour prendre en charge l'enfant. On fait le remplissage capillaire pendant la première heure. Ensuite, on donne les antibiotiques qui correspondent. Et puis, on donne D10 et une solution qui permettent de prévenir l'hypoglycémie. Ici, ça fait partie d'une étude. Je ne peux pas vous montrer toutes les données, mais vous pouvez réduire la mortalité de 3 à 4 fois en mettant ces bundles en place. Maintenant, pour le revers du choc, nous fournissons un bolus liquide, mais si l'enfant souffre de pneumonie, ce n'est pas un choc septique, on ne le fait pas à ce moment-là. Et puis, on donne 60 ml par kilo, mais on réévalue le patient chaque fois qu'on donne le liquide. On leur donne aussi l'épinéphrine périphérique, l'inotrope. Et puis, je vous montrer les données, mais en tout cas, aux États-Unis, les taux de mortalité sont à 1,7% en utilisant cette approche. Et ensuite, dans le PICU, après cela, on fait le suivi du choc en maintenant une saturation de plus de 70%. Et puis, la pression, qui est importante pour
et qui correspond à l'âge du patient. Donc, il faut avoir une machine qui permet de faire le suivi de la pression. On utilise un volume de 6 à 8 millilitres par kilo. Et là, on voit qu'on a une amélioration qui est multipliée par 3 ou 4. Bon, alors, la septicémie, on a par exemple la scarlatine ou alors l'angine à streptocoque qui entraîne la septicémie. Il y a des milliers d'enfants qui souffrent de cela. Et la septicémie est définie depuis plus de 2000 ans. Ce n'est pas un nouveau concept. Ça veut dire que le corps est en train de pourrir. C'est tout simple. Donc, il y a une infection. Et la septicémie entraîne la fièvre, etc. Les signes, c'est le temps de remplissage capillaire qui est prolongé. Les enfants se présentent et ne peuvent pas marcher, ils ont mal aux jambes. Et ça, c'est vraiment un signe très clair qui a été présenté par le docteur Levin et qui nous indique qu'il y a un choc septique. Si l'on attend trop longtemps pour traiter le patient, la survie va être celle-ci, la ventilation mécanique. On voit qu'il y a la thrombose grave. On voit que les organes s'éteignent peu à peu et donc il faut reconnaître tous ces signes. Les antibiotiques sont la façon de soigner. Pourquoi? Parce que les pathogènes ont un temps de doublement qui est de moins de 30 minutes. Donc si on attend 3 heures, on aura doublé 2-3 fois, ou plutôt de 6 fois puisqu'on a 3 heures, fois 30 minutes fois 6. Donc, il faut obtenir les bons antibiotiques. Plus on attend, plus on a des chances de mourir et plus on aura des chances de devoir utiliser le ventilateur mécanique ou d'obtenir des défaillances d'organes. Et donc, la seule façon de traiter la septicémie, c'est de savoir la susceptibilité du microbe dans la communauté. Donc, avoir un projet MSF sur le terrain, on étudie la septicémie, on fait des cultures, on envoie ça au laboratoire de microbiologie, peut-être en France ou ailleurs. On fait des tests de susceptibilité et ensuite on informe les patients de l'antibiotique qu'on va utiliser. Alors, si on dit qu'on donne tel antibiotique à tout le monde, ça pourrait marcher ou ça pourrait ne pas marcher. Donc, pour développer une approche plus précise, il faut connaître la susceptibilité de ces organismes, parce qu'il y a beaucoup d'organismes résistants qui sont partout. Donc, à ce moment-là, on peut avoir une approche à risque plus élevé ou moins risque. On va savoir dans quelle case on est, dans quel encadré, et puis on va pouvoir définir les soins. Il faut aussi avoir un outil de déclenchement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'infirmière dispose d'un outil qui va pouvoir lui dire qu'il faut appeler un médecin et que le médecin va devoir décider si le patient souffre de choc septique. Donc, il n'y a pas d'outil qui indique le choc septique, mais il y a un outil qui permet de décider d'appeler le médecin. Ensuite, une fois qu'on a mis cela en place, ici c'est l'outil de déclenchement qu'on utilise aux États-Unis pour les patients donc qui sont dans des contextes où les ressources sont élevées. Une fois qu'on a mis cela en place, on peut avoir des administrations de fluides sensibles au temps. Ça permet de gérer les dysfonctionnements rénaux. Quelqu'un nous avait posé la question sur le paludisme. On peut aussi faire l'adrénaline si la personne reste sous le choc. Et ça permet de réduire la mortalité, de passer de 20% à 7%. En mettant en place ces lignes directrices dès le début, dans la première heure, ça n'est pas facile. Il faut essayer de comprendre quel est le traitement. On voit, c'est difficile. Il y a 4 choses à mettre en place en même temps, et ça, c'est très difficile. Il faut former ce type de diagramme pour essayer d'évaluer si quelles sont les raisons pour lesquelles on échoue, par exemple les facteurs humains. Cette étude a montré que c'était l'horloge, c'est-à-dire que quand on passait de 16 à 0, eh bien, les parents, les médecins avaient peur. Et quand on passait de 0 à 16, ils n'avaient pas peur. Donc la peur du 0, en fait, était importante.
quand on passait de 0 à 6 ou à 16. Au contraire, ça rassurait. On a fait une étude aux États-Unis, aux urgences, et quand on a mis cela en place, on a vu une réduction de la mortalité de 11% à 3%. Et ici, vous avez le travail du Dr Han qui présente la même approche avec le triage, et les médecins, etc., pensent localement, comme mon ami Andrew le dit, et il a vu la même réduction de la mortalité que nous. Donc vous, dans les centres MSF, vous pouvez faire exactement la même chose. Merci.